Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque lundi, en début de semaine, c'est notre quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence pour faire un point sur l'actualité business et politique côté américain. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Commençons un peu par le côté business. Là, on sort du débat de marché et on parlait notamment de l'idée du secteur aéronautique américain. C'est parfait parce que le secteur aéronautique américain, avec Boeing, est le dernier exemple d'une entreprise dont les salariés sont en grève. Oui, on se demande si c'est pas d'ailleurs un peu la grève de trop. Et il y a quelques minutes, on vient d'apprendre que la secrétaire au travail, Julie Su, a pris l'avion, a quitté Washington et elle se rend à Seattle pour essayer de remettre autour de la table le syndicat des mécaniciens qui a commencé une grève il y a maintenant 5 semaines et la direction de Boeing. Il y a 33 000 mécaniciens de Boeing qui ont arrêté toute production d'avions civils. C'est quand même une catastrophe et on se demande si c'est pas la grève de trop parce que ce syndicat peut-être s'est pris au piège de l'exemple qu'a représenté pour ses membres les grandes victoires syndicales depuis plus d'1 an et demi qui ont abouti à la négociation de nouveaux contrats de travail, de nouvelles conventions collectives, je crois, on dit en français, qui comprennent sur plusieurs années, 4, 5 ou 6 ans, suivant les cas, des augmentations considérables. En 2023, les salariés de UPS, le géant de la messagerie express, ont obtenu des augmentations d'au moins 55%, 27% pour les ouvriers de Caterpillar. Pour ceux de Ford, de General Motors et Stellantis, au moins 33%. Et je ne vous parle pas des dockers qui, il y a quelques jours, ont obtenu une augmentation sur la durée de leur contrat de travail de plus de 60%. On voit que chez Boeing, on vient de refuser une augmentation de 30%. Ça ne leur suffit pas. Non seulement ils souhaitent une augmentation supérieure à 30%, mais ils veulent obtenir, et là c'est particulièrement intéressant je pense pour les détenteurs d'actions en bourse, et qu'ils soient institutionnels ou particuliers qui nous écoutent, ils veulent que l'on revienne sur le vieux système des fonds de pension. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner au modèle dit du defined benefit et qu'on s'éloigne de ce qu'ils avaient accepté avec réticence il y a quelques années du defined contribution. Quelle est la différence? Quand vous êtes un ouvrier de Boeing en l'occurrence, le fonds de pension peut s'engager soit à verser au cours de votre retraite des montants qui seront connus d'avance et qui seront revalorisés, soit, ça c'est le vieux modèle qui était très largement abandonné à partir du milieu des années 80, pour un modèle qui coûte beaucoup moins cher à l'entreprise, qui est le modèle où l'entreprise s'engage chaque année à un niveau de contribution au fonds de pension et suivant les aléas de la gestion de ce fonds de pension, le montant des pensions qui sont perçues au cours de la retraite des ouvriers va changer. Demandez à une société comme Boeing de faire de tels sacrifices alors qu'elle enregistre des pertes depuis 2018. Elle a perdu 25 milliards de dollars. Elle est assiégée par ses clients, elle est assiégée par les autorités réglementaires, elle est assiégée par l'équivalent américain du bureau des accidents, elle fait face à des problèmes culturels énormes qui vont l'obliger à complètement revoir son système de mesure de la qualité, tant pour ses programmes civils que pour ses programmes spatiaux et même pour ses programmes militaires. Boeing n'est pas Caterpillar, Boeing n'est pas General Motors. Je pense que la situation de Boeing est beaucoup plus grave, ce qui oblige d'ailleurs la direction à nous annoncer la mise à pied au cours des prochains mois de 10% de ses effectifs. Il va falloir maintenant déterminer comment on les choisit, parce que le syndicat est parfaitement au courant de quelque chose qui est fondamental pour Boeing, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le syndicat se sent en position de force, car il sera très difficile de retrouver
des ouvriers qualifiés, des mécaniciens qualifiés pour faire remonter en volume la production, en particulier la production du 777X, la nouvelle génération du 777, qui n'a toujours pas obtenu l'aval des autorités réglementaires. Bon, effectivement, situation alors chez Boeing très très lourde, mais vous avez cité différents exemples. Il y a quand même l'idée que, au moins pour un temps, le rapport de force entre entreprises et salariés a changé aux États-Unis. Je parle. Oui, il a un petit peu changé, à mon avis. Il a beaucoup moins changé que ce que prétend le New York Times. Ça y est. À chaque fois, j'aurai une occasion de... Vous récupérez une pièce à chaque fois, Pierre-Yves, voilà, c'est ça, c'est vrai, pendant des décennies, pour parler comme un néo-marxiste, c'est-à-dire comme un Français, le capital a capté une part croissante de la valeur ajoutée au détriment du travail. Et qu'il y a cette espèce de grande revanche à laquelle nous assistons. Ça, c'est le narratif qui plaît beaucoup à la presse américaine. Je crois qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais je crois que l'essentiel du renversement du rapport de force tient d'abord à la pénurie de main-d'œuvre et surtout à cet éléphant dans la salle à manger dont surtout les démocrates ne veulent pas qu'on parle, c'est l'inflation. Il y a une perte massive de pouvoir d'achat des ouvriers américains qui, du coup, sont hyper motivés pour aller en grève et obtenir de fortes revalorisations de leur salaire et de leurs avantages sociaux parce qu'ils ont été asphyxiés. Rappelons que depuis janvier 2021, date de l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, les prix en moyenne ont augmenté aux États-Unis de 22-23%. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu dans le même temps leur salaire augmenter d'autant. Oui. Donc je pense que cet élément-là, tout simple, celui du pouvoir d'achat, explique beaucoup. Sur le plan politique, Pierre, alors il y a 2-3 semaines, effectivement, Kamala Harris se détachait assez nettement, je crois, dans les sondages agrégés face à Donald Trump. 2 ou 3 semaines après, on est revenu un peu à la case départ. Alors, nous en parlions la semaine dernière, et ça se confirme, et du coup, le niveau d'inquiétude grimpe chez Kamala Harris, parce qu'ils sont maintenant dans les sondages nationaux à égalité. Et dans des États qui sont pudiquement qualifiés d'États pivots, swing states, la course est très serrée. Alors là, je voudrais établir une distinction entre les États pivots et les États pivots. Tous les États pivots ne sont pas les mêmes. Il y a des États pivots qui sont traditionnellement des États pivots. La Pennsylvanie, la Géorgie, par exemple, la Caroline du Nord, qui sont des États qui hésitent, faut-il voter rouge, c'est-à-dire républicain, ou faut-il voter bleu, c'est-à-dire démocrate. Et puis il y a des États pivots qui n'ont jamais été pivots depuis au moins 30 ou 40 ans, et qui sont devenus pivots très récemment. Depuis quand? Depuis que Donald Trump s'est lancé en politique. Le Michigan ne devrait pas être un État pivot. Le Michigan est un État qui vote systématiquement démocrate depuis la nuit des temps. Le Wisconsin, même chose. Pourquoi, dans ces États qui devraient être largement acquis à la cause de la candidate démocrate, les deux candidats sont à égalité, voire avec un léger désavantage pour Kamala Harris? C'est une tendance inquiétante. Alors, quand on essaie de découper ce qui se passe derrière ces sondages nationaux, y compris au niveau des États hésitants, on s'aperçoit que Donald Trump a perdu une partie de l'avantage dont il disposait sur les questions qui préoccupent le plus les électeurs, qui sont 1. L'inflation et l'économie, 2. L'immigration. Il est toujours en tête, on considère qu'il est toujours mieux placé, avec ses propositions, qui sont d'ailleurs souvent abracadabrantes, il faut bien le dire, qu'il est mieux placé que Kamala Harris. Kamala Harris a progressé toutefois sur ces thèmes, elle est moins en retard là-dessus qu'elle ne l'a été. En revanche, Donald Trump ne fait pas le retard qu'il aurait souhaité combler sur d'autres questions qui sont moins importantes dans les hiérarchies des priorités des électeurs, mais qui sont très importantes pour la gauche américaine, c'est-à-dire l'avortement et le climat. Bon, au final, ça reste très serré à 3 semaines de l'élection. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... même les plus fins stratèges sont assez réticents à faire un call aujourd'hui pour le 5 novembre. Kamala Harris a commis une bourde monumentale la semaine dernière
qui, à mon avis, a des conséquences aujourd'hui. Elle choisit de ne s'entretenir qu'avec des journalistes qui sont démocrates et qui sont gentils et très bien disposés avec elle. OK, on a compris. Elle est allée dans The View sur NBC, qui est une espèce de panel de femmes qui parlent de tout et de rien et qui lui ont posé que des questions gentilles. Notamment une qui est une question de bon sens. Qu'est-ce que vous auriez souhaité faire différemment de ce que vous avez fait depuis 3 ans et demi avec Joe Biden, puisque vous pensez incarner le changement? Et là, il y a eu un temps de silence, et Kamala a répondu « Rien ne me vient à l'esprit. J'ai été associé à toutes les décisions importantes de l'administration et j'en suis fier. » Stupeur dans le camp démocrate. Elle prétend incarner le changement et elle assume complètement tout ce qui inquiète les électeurs dans la reconduction de Joe Biden sous les traits de Kamala Harris, et en particulier la question du pouvoir d'achat. Bon, 22 jours, 22 jours d'ici le 5 novembre prochain. Merci beaucoup Pierre-Yves. Et pour suivre ces 3 semaines, évidemment, Pierre-Yves Dugas, le quart d'heure américain, chaque lundi, 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart for Change si vous nous suivez à la télévision. Vous retrouvez ce quart d'heure américain évidemment en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.